Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde session de l'Oxford Africa Business Forum 2022. Je suis Nousbi, je suis étudiante en MBA à Saïd Business School et co-chair de l'Oxford Africa Business Alliance. J'ai le plaisir de modérer cette session intitulée The Youth of Africa, a Melting Pot. Il s'agit d'une session assez inédite puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'elle se déroule en français et cela est dû au rôle qu'occupe notre invitée de marque de ce matin. Je suis heureuse d'accueillir Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Bonjour Madame Mushikiwabo et merci infiniment d'être avec nous ce matin. Bonjour, nous, c'est un plaisir. Très bien. Madame Mushikiwabo, vous êtes donc depuis 2018 à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. C'est une organisation qui regroupe 88 pays à travers le monde et qui a pour mission de promouvoir la langue française et de mettre en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle au sein de ses États membres. Vous avez précédemment été ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Rwanda, dont vous êtes originaire, de 2009 à 2018. Et avant cela, vous avez occupé des fonctions de porte-parole du gouvernement et de ministre de l'Information. Alors, en 2018, une étude de l'OIF estimait à 330 millions le nombre de locuteurs francophones dans le monde, dont près de 60% se situeraient sur le continent africain. L'étude estime également que l'Afrique occupera en 2050 environ 85% de ses locuteurs francophones dans le monde, donc si la scolarisation continue de progresser sur le continent. L'OIF est donc un témoin de la diversité du continent et un observateur de ses tendances démographiques et sociales, y compris pour les jeunes. Et à ce propos, l'OIF a récemment réalisé une consultation auprès de la jeunesse de l'espace francophone pour comprendre leur réalité et recueillir leurs préoccupations. Je voudrais commencer cet entretien en vous demandant de partager avec nous quels sont les grands enseignements de cette consultation en ce qui concerne spécifiquement la jeunesse africaine. Alors, cette consultation avec la jeunesse francophone à travers le monde, y compris dans les pays qui ne sont pas les pays membres de la francophonie, on a voulu s'enquérir auprès des jeunes qui s'expriment en langue française ou qui sont dans les pays membres de notre organisation sur leurs attentes par rapport à notre organisation. La francophonie en 2020 a eu 50 ans et moi j'ai été élue donc à Erevan en Arménie en 2018 pour réfléchir à l'avenir de cette organisation, pour moderniser, pour lui apporter plus de rayonnement sur le plan international et pour aller vers l'efficacité. Alors, nos pays étant principalement des pays jeunes par leur population, si on ne pense qu'à l'Afrique, l'Afrique aujourd'hui a 32 pays membres de notre organisation et donc une majorité de pays africains sont membres de la francophonie. La même chose d'ailleurs au niveau de l'Union européenne, nous avons 19 pays de l'Union européenne qui sont membres de notre organisation. Nous avons donc voulu comprendre ce que les jeunes attendent de cette organisation. Et ce qui a été frappant pour moi, c'est à quel point les jeunes francophones pensent à la même chose, veulent la même chose à travers les 5 continents. Ça, c'était la première chose. Il n'y a pas beaucoup de différence entre ce que les jeunes au Vietnam veulent voir dans leur vie aujourd'hui, ce qu'ils attendent d'une organisation comme la nôtre, et par exemple les jeunes au Sénégal ou au Burundi ou en Europe de l'Est, en Roumanie, au Moyen-Orient, au Liban, les jeunes veulent, d'après donc notre sondage, notre consultation, 3 choses principalement. Le tout premier souci, c'est l'emploi. Les jeunes aujourd'hui sont inquiets, veulent être accompagnés, veulent être rassurés quant à leur avenir professionnel, l'emploi.
Les jeunes veulent une éducation de qualité qui leur permette justement de réussir sur le plan professionnel. Et troisièmement, la jeunesse francophone veut vivre dans un environnement sain. C'est-à-dire que l'enjeu climatique aussi est devenu une grande préoccupation de la jeunesse à travers le monde. Donc, pour nous, les grands enseignements sont qu'il y a un fil rouge à travers la jeunesse francophone quant à leurs besoins, quant à leurs aspirations. C'est de pouvoir gagner leur vie et de vivre dans un environnement sain. Et ça, c'était très important pour nous parce que ça nous permet d'orienter nos programmes. Ce qui est évident, c'est que cette organisation, après 50 ans, est vraiment tournée vers la jeunesse, puisqu'on doit répondre à cette démographie galopante, surtout dans les pays du Sud, et en même temps rester pertinent par rapport à ce qui est attendu de nos populations. Très bien. Donc, justement, comment est-ce qu'une organisation comme l'OIF peut aider à répondre aux préoccupations des jeunes telles que vous les avez présentées? Alors, nous avons depuis des années, depuis un certain temps, mais avec cet élan nouveau du cinquantenaire dans l'organisation, nous sommes très impliqués dans l'éducation, la formation, la préparation à l'emploi, c'est-à-dire l'employabilité. Nous avons un institut francophone pour l'éducation qui est basé à Dakar au Sénégal, qui s'occupe de tout ce qui est formation. Et nous contribuons beaucoup à l'enseignement, par exemple, qui est une grande partie de la préparation professionnelle. 85 000 enseignants et leurs assistants qui ont été formés au cours des 10 dernières années, par exemple, en langue française, bien évidemment. Et en termes de préparation aussi, nous nous impliquons quand les francophones sont encore jeunes au niveau de leur propre langue maternelle dans notre programme intitulé Élan. Ce que nous faisons, c'est que nous nous assurons d'avoir une formation de base correcte dans leur langue maternelle. Ensuite, on bascule à la langue française. Là aussi, autour de 25 000, autour de 1 million de jeunes formés dans la langue maternelle et passés à la langue française. Ça, c'est au niveau de l'éducation. Au niveau de l'emploi et de la formation à l'emploi, beaucoup de programmes, dont des programmes plus récents, depuis que moi je suis à la tête de l'organisation, qui sont surtout orientés vers le numérique. La formation dans les différents métiers liés au numérique, un domaine qui est devenu prioritaire pour notre organisation aussi. Encore une fois, parce que les jeunes sont présents, sont enthousiastes et connectés, et que c'est aussi un moyen qui permet à la jeunesse, le numérique, je veux dire, de pouvoir innover, créer et aller rapidement, par exemple sur le marché de l'emploi, dans la création de leur propre entreprise. Les exemples abondent à travers le monde et bien évidemment le monde francophone. Et ce qui est aussi important pour nous, c'est que quand on parle du numérique, on voit beaucoup de similarités entre les pays du Sud et les pays du Nord. D'ailleurs, on se rend compte que plusieurs jeunes de nos pays du Sud sont bien en avance par rapport à certains pays du Nord quant à la créativité numérique, la création d'applications. On a vu ça pendant la période Covid, par exemple. Et moi, ce qui me réjouit beaucoup, c'est de voir combien la jeunesse francophone, j'imagine que c'est le cas pour tous les jeunes d'ailleurs, est très consciente des enjeux pour leur communauté, pour leur pays, que dans leur créativité, par exemple dans ces applications numériques, ils sont à la recherche des solutions pour les problèmes du quotidien. Pendant la période Covid, on a mis en place une plateforme, un portail qui relie
voilà, des petites sociétés start-up de jeunes du monde francophone qui dialoguaient sur ce portail et on se rend compte que la contribution et la recherche de solutions aux problèmes de leur environnement, de leur communauté est une préoccupation par rapport à Covid, par exemple, des applications qui ont été créées par des jeunes francophones pour la distribution de la nourriture en période de confinement, pour la distribution de masques, quand les masques ont commencé à être distribués un peu partout dans le monde, pour le tri des malades, pour pouvoir aider leurs systèmes nationaux de santé. Donc, nous avons ici une jeunesse à laquelle nous apportons un soutien, une contribution, mais qui est aussi très heureusement active et très engagée par rapport à leur communauté. Ouais, excellent. Vous dressez un portrait d'une jeunesse très engagée et qui prend en main ses propres problèmes. Mais qu'en est-il de l'action des gouvernements? Est-ce que vous pensez que ces gouvernements soutiennent suffisamment la jeunesse, en particulier en Afrique? Alors, pour être très honnête et très directe, même si je suis diplomate de formation, je pense que nos gouvernements ne font pas assez. Ceci dit, je sais que nos gouvernements sont très conscients des enjeux liés à la jeunesse. Ils sont très conscients des difficultés puisque le problème de nos gouvernements par rapport à la jeunesse, en fait, c'est parfois des politiques pointues pour pouvoir avancer sur les sujets qui sont liés à la jeunesse. Vous savez que l'éducation est un domaine aussi budgétivore. C'est un souci, une bonne éducation, une formation professionnelle, technique ou beaucoup plus intellectuelle, c'est beaucoup d'argent pour la plupart de nos pays. Mais ce qui est sûr, c'est que les dirigeants de nos pays aujourd'hui, à travers tous nos pays dans les 5 continents, sont vraiment préoccupés par la réponse à la prise en compte des besoins et des aspirations de la jeunesse. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'innovations aussi. Je dirais même une tendance à aller plus vers la formation technique et professionnelle et beaucoup moins de formation à caractère purement académique. Et ça, c'est justement parce qu'il y a cette conscience de nos gouvernements de pouvoir des emplois, de pouvoir aussi soutenir un esprit d'entrepreneuriat, puisque les gouvernements ne sont pas ni prêts ni équipés pour pouvoir donner de l'emploi à tous les jeunes qui terminent leur formation ou leurs études. Et donc, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de bonne foi. Il y a un souci de pouvoir répondre à la jeunesse, mais nos gouvernements ne font pas encore assez. Très bien. Je voudrais toucher un point dont vous avez parlé tout à l'heure au sujet de la préparation des plus jeunes dans leur langue maternelle pour ensuite recevoir une éducation en français. Donc, ça montre bien une diversité de langage. Nous savons que on parle souvent de plusieurs Afriques et non pas d'une Afrique. Comment est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine peut utiliser à son avantage cette immense diversité de culture et de langage? Alors, c'est un sujet qui me passionne parce que je sillonne le monde et l'Afrique depuis plusieurs années, surtout pendant mes presque 10 ans de fonction aux affaires étrangères. Et j'observe beaucoup la jeunesse parce que je trouve que la jeunesse, vous savez, la jeunesse, c'est l'avenir, c'est juste un cliché. C'est un slogan. La jeunesse apporte beaucoup plus qu'on ne le pense, à condition qu'elle soit mobilisée, à condition qu'elle soit encadrée, à condition qu'on fasse attention à ce que la jeunesse veut et qu'on l'implique
qu'on écoute, qu'on lui donne aussi des responsabilités. Le fait d'être jeune ne veut pas dire qu'on ne peut pas être responsable, même dans des postes de grande responsabilité. Alors, comment est-ce que cette jeunesse peut utiliser à son avantage cette diversité? Pour moi, la toute première chose, c'est la connexion. Et là, quand on voit les progrès, mais gargantuesques qu'il y a ces dernières années dans le domaine du numérique, je crois qu'on devrait vraiment au maximum tout faire, profiter du fait qu'il y a cet engouement par rapport à l'outil numérique pour que les jeunes puissent s'enrichir mutuellement, se connaître mieux, échanger des pratiques par rapport à la recherche de l'emploi, à l'éducation, par rapport à la créativité. Et bien évidemment, bon, non seulement la francophonie aujourd'hui est tournée vers un monde multilingue où il y a la cohabitation de plusieurs langues, mais pour la jeunesse aujourd'hui, cette ouverture sur le monde, cette connexion, cette diversité, cette différence positive que la jeunesse apporte est un outil formidable pour des opportunités professionnelles et aussi pour la créativité, même au niveau de l'entrepreneuriat. Et donc, pour nous, la toile, les réseaux sociaux, quand ils sont bien utilisés, parce que ce n'est pas toujours le cas, sont vraiment un outil formidable de l'avancement de cette diversité et de cette différence qui reste très constructive à travers le monde francophone. Oui, j'adhère totalement à ce que vous dites. Je voudrais vous interroger précisément sur on va dire le rôle ou la place de l'anglais. Nous sommes dans un monde encore plus, de plus en plus anglophone, et sur la toile également, on a énormément de ressources qui sont en anglais et qui peuvent être moins accessibles à des jeunes francophones. Comment est-ce que vous situez l'avantage que représente le français pour les jeunes du continent? Alors, moi, je porte un regard très positif à la multiplicité des langues. La langue anglaise, est présente et c'est la lingua franca aujourd'hui du monde. Ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Ça permet de communiquer à plusieurs sociétés qui ont leur propre langue, mais qui, aujourd'hui, dans un monde qui se rétrécit de plus en plus, permet de communiquer. Et donc ça, c'est une très bonne chose. C'est aussi une réflexion de la géopolitique aujourd'hui, des pays qui restent des grandes puissances et des pays émergents. Mais en même temps, on ne peut pas construire un monde dans une seule langue. Et il est important pour nous à la francophonie, par exemple, de nous assurer que la langue française ne recule pas, qu'elle occupe sa place aux côtés de l'anglais, de l'arabe, du chinois. Il y a aujourd'hui une nécessité de cohabiter pour la langue française avec d'autres langues, de vivre en harmonie et de justement créer ce monde qui est beaucoup plus intéressant parce qu'on s'exprime justement en plusieurs langues. Donc, ça, je ne dirais pas que c'est ma philosophie, c'est le constat aujourd'hui. Le monde s'exprime en plusieurs langues aujourd'hui, même avec la domination de la langue anglaise. Maintenant, pour les locuteurs du français, c'est une valeur ajoutée. La majorité de nos francophones aujourd'hui, les 300 millions qui existent aujourd'hui dans le monde, ont souvent au moins une autre langue ou deux. Moi-même, je suis multilingue, j'ai grandi francophone, j'ai appris l'anglais, j'ai fait mes études aux États-Unis d'Amérique. Je parle ma langue maternelle, bien évidemment, le Kinyarwanda, mais je parle Swahili aussi parce que je suis de l'Afrique de l'Est. Et c'est une richesse énorme. La langue française, pour les jeunes francophones aujourd'hui, c'est un atout formidable, c'est un ajout
aux connaissances non seulement de la langue, mais des cultures et à la compréhension du monde. Et donc, aujourd'hui, dans ce monde de plus en plus anglophone, pour ceux qui sont anglophones et francophones, en plus, c'est vraiment un atout formidable. Excellent. Donc, la preuve, je suis ici et je m'adresse à vous en français et c'est un grand plaisir. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc pour passer à un autre sujet, une des missions de l'OIF, c'est la démocratie, la paix, les droits de l'homme. Au cours des dernières années, on a assisté à plusieurs coups d'État dans différents pays, la Guinée, le Mali étant des exemples. Je voudrais savoir quelle est la position de l'OIF sur ces événements et est-ce que l'OIF soutient l'engagement politique des jeunes sur le continent? Écoutez, le monde est en turbulence. D'une manière générale, ce n'est pas à prouver. Et le monde francophone, surtout l'Afrique de l'Ouest, depuis quelques années, constitue une inquiétude pour nous à la francophonie parce que tous ces pays sont nos pays membres. Des pays qui sont dans l'organisation depuis la création de cette organisation. Et l'OIF travaille de très près sur des domaines liés à la démocratie avec tous ces pays. Nous sommes spécialement qualifiés et spécialisés dans la fiabilité des systèmes électoraux. Depuis la formation des médias à la couverture pendant les élections, surtout les fichiers électoraux, l'OIF a cette spécialité depuis plusieurs années. Nous sommes sur la médiation politique qu'on fait souvent à un très haut niveau et pas nécessairement sous les phares des médias. Et donc, je dois vous dire que c'est une inquiétude pour notre organisation. C'est une inquiétude aussi pour moi. Je ne cacherai pas qu'en tant qu'Africaine, à la tête de cette organisation qui est plutôt mondiale et internationale, c'est un grand sujet d'inquiétude. Alors, quelle est mon analyse? Mon analyse est que les systèmes politiques qui existent aujourd'hui dans certains de nos pays, dans beaucoup de nos pays d'ailleurs, n'ont pas pu comprendre que la relation entre les gouvernants et les gouvernés est une relation qui est en panne. Il y a un déficit de confiance des citoyens par rapport aux dirigeants et c'est un problème fondamental. C'est-à-dire qu'il faudra absolument, là on a des systèmes de transition dans plusieurs de ces pays où il y a eu des coups d'État, des coups de force, etc. Il faudra vraiment mener ces transitions et c'est le conseil qu'on donne aujourd'hui à nos États. Il faudra vraiment trouver des remèdes qui vont au fond du problème. Quand on voit cette jeunesse francophone dans les pays que nous avons cités tout à l'heure, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, cette jeunesse réclame quelque chose. Qu'est-ce que cette jeunesse réclame? Qu'on fasse attention à elle, qu'elle ne vive pas dans la précarité. Ça, c'est un souci qui est partagé par beaucoup de pays et je pense que nos dirigeants à travers le monde francophone et particulièrement dans cette région, parce qu'il y a d'autres soucis aussi, j'y viendrai dans une minute, c'est que les systèmes politiques qu'on veut mettre en place, peu importe le système qu'on choisit, peu importe le modèle de démocratie qu'on veut, mais une démocratie qui n'est pas centrée sur les besoins et les attentes des citoyens, y compris le fait que les citoyens, surtout la jeunesse de plus en plus, veulent avoir leur mot à dire dans la manière dont ils sont gouvernés. Si ces systèmes ne font pas attention à cela, ils seront voués à l'échec. Ça, c'est un constat. Deuxièmement, pour ces pays, il y a un souci sécuritaire. C'est des pays qui font face à d'énormes difficultés sécuritaires, ce qui veut dire que
déjà, les citoyens de ces pays sont confrontés à un problème presque existentiel de savoir si leur famille, leur village ne seront pas attaqués par ces groupes terroristes, différentes saveurs et couleurs de ces groupes djihadistes. C'est un souci majeur. Quand on est confronté à sa propre survie, à sa sécurité personnelle, physique, et qu'en plus de cela, on a l'impression que les dirigeants n'écoutent pas, c'est le constat aujourd'hui qui se reflète dans les différents coups d'État qu'on a eus dans nos pays francophones. Alors, je sais que l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, s'y penche sérieusement. J'étais à Addis Abeba le mois passé pour le sommet de l'Union africaine. J'ai eu beaucoup d'échanges avec plusieurs chefs d'État de la région et je pense que là, on est à un moment vraiment où il ne faut pas rater le train, comme on dit. Aller sur des solutions qui répondent aux vrais problèmes et aller au-delà des pourparlers, des deals qui existent entre politiciens et vraiment se pencher sur les questions du quotidien de nos populations. Tout à fait. Très bien, donc nous arrivons à la fin de cette séance. J'espère que vous avez tiré autant d'enseignements que moi et vous avez pris autant de plaisir à écouter Madame Mushikiwabo nous entretenir sur la jeunesse africaine. Je vous remercie encore infiniment d'avoir bien voulu nous rejoindre ce matin. Donc, je souhaite à tous une bonne suite du forum et je vous promets qu'on repasse à l'anglais. Merci à tous. Merci, c'était un plaisir.